Donc bienvenue aux nouveaux participants qui viennent de nous rejoindre. Donc comme je l'ai dit, tout à l'heure, le webinaire est automatiquement enregistré, pour qu'on ait une meilleure diffusion, par la suite et vos caméras et vos micros sont aussi automatiquement, coupés, pour faciliter la présentation. Mais si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à le faire dans le chat, du Teams. Donc c'est la petite bulle, en haut à droite, à côté de la liste des participants. Voilà, tout au long du webinaire, n'hésitez pas à la consulter et à poser vos questions. Je pense que là, il est 10h05, on va démarrer cet atelier, ce webinaire donc qui est, prévu sur, la thématique de l'éco-conception appliquée, au secteur, agroalimentaire. Tout d'abord, les intervenants vont se présenter. Donc je vais commencer à me présenter. Donc je suis Katia Lanuzel, chargée de mission au sein d'Agria Grand Est. Donc Agria Grand Est, c'est une association d'industrie agroalimentaire, qui existe depuis une vingtaine d'années et qui a pour objectif, en fait, d'accompagner, les industriels, sur des montages de projets, des recherches de financement, sur toutes les thématiques qui peuvent englober, les industriels, que ce soit les thématiques qualité, process alimentaire, traitement de l'eau ou encore, plus récemment, les thématiques environnementales, performance environnementale et éco-conception. Heu, voilà, donc moi je suis, au sein d'Agria Grand Est, je suis plus spécialisée sur les thématiques justement environnementales, valorisation des coproduits dernièrement je me suis formée du coup à l'éco-conception, donc cette thématique que nous allons vous présenter aujourd'hui. Xavier, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis consultant, consultant indépendant depuis maintenant une bonne petite dizaine d'années. Et voilà, j'exerce mon métier autour de deux sujets, qui est celui des questions autour des responsabilités sociétales des entreprises. Et en particulier, je travaille sur l'une des thématiques qui est celui des démarches d'éco-conception dans les filières agricoles et agroalimentaires. Voilà. Et en deux mots, j'ai une expérience passée dans le monde agricole pendant une petite dizaine d'années et j'ai également travaillé dans des centres techniques agroalimentaires où je me suis occupé de sujets globalement autour de l'environnement et plus largement, c'est les questions de développement durable. Merci Xavier et du coup, Anne, je vous laisse vous présenter aussi. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, Anne Cristini, moi je suis chargée de mission à l'ADEME Grand Est et j'accompagne notamment les entreprises sur les sujets de l'éco-conception. Très bien. Donc voilà les 3 intervenants que vous allez avoir, ce matin. Donc on a essayé de découper cette matinée en différentes thématiques. Tout d'abord, on va avoir une présentation assez claire et bien détaillée et bien, illustrée de l'éco-conception, donc ses principes et ses applications. À la suite de cela, on aura une présentation d'une étude qui a été faite, en 2020 sur la maturité des entreprises agroalimentaires, et agro-ressources, sur, la maturité à l'éco-conception, dans le Grand Est. Ensuite, on aura une thématique, donc quels sont les accompagnements vers lesquels les entreprises peuvent se diriger? Et enfin, concrètement, comment est-ce que, on peut s'y prendre? Donc je vais laisser la main à Xavier. Je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà, alors moi je fais... Donc là j'ai la main, je pense. Oui. Euh, Par contre, j'ai pas la présentation, je te vois. Je fais ce partage de bureau. Ah, J'ai pas du tout, j'ai pas du tout la main. ah bon, écoute, je vais prendre la main, ça va être plus simple. D'accord, si tu veux, je te On va faire ferai comme ça. défiler les Ouais, slides. tu me diras. Merci à toi. Hop, donc c'est bon. Voilà. Très bien, bah, écoutez, j'ai en charge de vous présenter, j'ai en charge donc de vous présenter cette démarche autour de l'éco-conception, qui est la réduction des impacts environnementaux sur les produits. Et bien évidemment, avant de démarrer, je pense qu'il y a deux, trois éléments de contexte que je voulais remettre en avant d'aller un peu plus loin dans la présentation. Deux, trois éléments de contexte qui me permettent un peu d'alimenter
l'importance effectivement de ces démarches qu'on a aujourd'hui de réduction des impacts environnementaux sur les produits. Alors, le premier contexte un peu général que vous connaissez tous, mais je pense que c'est important de bien le remettre en avant. On peut présenter le contexte du développement durable sous différents aspects. Moi, j'ai envie de vous présenter un peu cette approche à travers 3 informations qui me semblent importantes. C'est notamment aujourd'hui toute la question dans laquelle les questions qui sont aujourd'hui posées autour du développement durable de nos activités. Et 3 éléments sont importants bien à prendre en compte. Voilà. Et si on positionne aujourd'hui les évolutions de la démographie telles qu'on l'imagine dans les années 2050-2100, si en parallèle de ça, on regarde aussi les attentes des populations aujourd'hui sur ce qu'on appelle leur propre développement à travers les questions que tout le monde recherche de la longévité, de l'éducation, des niveaux de vie. Et puis si on met en perspective de tout ça la position aujourd'hui des différents pays, différentes populations au regard de l'empreinte écologique, on voit bien qu'effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut bien prendre en compte. Et si on considère aujourd'hui qu'on est dans des modèles de vie où on a une majorité aujourd'hui de pays qui ont des empreintes écologiques qui sont importantes, on voit bien que le développement durable, il est compliqué à mettre en œuvre dès lors que tout le monde recherche un certain niveau de développement, tout le monde recherche effectivement à un certain niveau de consommation. Donc les petits ronds que vous voyez, c'est des planètes, hein, je pense que vous en êtes douté. Et aujourd'hui, le vrai deal et le vrai débat, c'est comment on peut concilier à la fois empreinte écologique, développement de vie et perspective démographique. C'est vraiment le sujet aujourd'hui d'actualité. Et c'est vraiment le contexte dans lequel, effectivement, tout à chacun, qu'on doit prendre en compte si on veut aller vers cette logique un peu de développement durable, peut-être pas pour nous, mais en tout cas pour les générations futures. Je peux avoir le deuxième slide, s'il te plaît. Voilà, donc ça, c'est la première clé d'entrée. La question de l'empreinte écologique est au cœur des sujets actuellement. La deuxième clé d'entrée, avant de parler d'éco-conception, c'est toutes les questions environnementales autour de la thématique de la responsabilité sociétale. Voilà, c'est vraiment un sujet qui monte en puissance de plus en plus dans l'ensemble des secteurs, les secteurs d'activité, les secteurs industriels, et en particulier dans l'agroalimentaire, puisque depuis maintenant, je pense, 3 ans, il existe effectivement une nouvelle norme qui s'appelle la 26030. Voilà, je vous la donne à titre de référence. Et quand on regarde les questions environnementales à travers les démarches de responsabilité sociétale, alors j'ai gardé quelques mots-clés qui me paraissent importants. Des choses que, bien évidemment, sont inclus dans ces dispositifs. C'est bien évidemment de produire de façon plus propre et de plus en plus efficiente. Donc, on voit bien la question aujourd'hui qui est posée sur l'efficience par rapport notamment par rapport aux consommations d'eau, par rapport aux consommations d'énergie. Le deuxième mot-clé, c'est de faire en sorte de prendre les évolutions lorsqu'elles sont possibles économiquement sur des techniques et des pratiques qu'on dit plus propres et plus sobres. Je vous ramène notamment à tout l'historique qu'il y a aujourd'hui sur ce qu'on appelle les meilleures technologies disponibles. Une troisième clé d'entrée qui est celui des achats responsables. Alors celui-là, il est très important, on en reparlera un peu tout à l'heure. Cette question des achats de responsables qui fait qu'en définitive, voilà, dans le champ de votre responsabilité, vous êtes responsable de vos propres impacts, mais aussi vous avez une forme de responsabilité par rapport à l'ensemble de votre chaîne de valeur, et ça, c'est aussi un élément important. Et puis, je terminerai par le troisième point, qui est celui en approche de cycle de vie, puisque dans une démarche de RSE aujourd'hui, la question de la réduction des impacts, elle doit se considérer, effectivement, elle doit être prise en compte sur l'ensemble de cycle de vie de vos produits. Donc, ce qui veut dire en clair que quand on regarde la question du développement durable, quand on regarde la question de la RSE, qui sont forcément intimement liées, on voit bien que la question d'utilisation durable des ressources est au cœur effectivement des préoccupations aujourd'hui de nos sociétés. Et bien évidemment, si on devait imager ce point, ça va forcément concerner les matières premières, ça va forcément concerner l'eau, les consommations d'énergie. Voilà.
Et de fait, une utilisation durable des ressources, ça va amener effectivement à avoir une réflexion sur la conception et le développement de ces produits, voilà, en faisant en sorte que sur l'ensemble du cycle de vie, on puisse activer des leviers d'amélioration sur l'ensemble des enjeux autour de l'utilisation des ressources. Alors, la démarche d'éco-conception, en réalité, c'est une démarche assez simple qui est ciblée sur la réduction des impacts des produits. Voilà. Et en termes d'introduction, globalement, quand on parle des démarche d'éco-conception, quand on est dans une logique d'amélioration continue, on va commencer par faire ce qu'on appelle un premier bilan, un point zéro d'une situation de référence qu'on appelle une évaluation environnementale. Voilà. Et c'est à partir de cette situation qu'on va essayer de rechercher des pistes d'éco-conception. On est bien toujours sur la logique de cycle de vie, j'y reviendrai. Voilà. Et à travers cette recherche de pistes d'éco-conception, c'est globalement c'est de trouver le bon consensus dans la prise de décision entre les avantages environnementaux qu'on pourrait avoir par rapport à des pistes d'amélioration au regard des autres enjeux de l'entreprise et bien évidemment les enjeux économiques et la faisabilité technique. Et donc l'idée en démarche d'amélioration continue, à partir du moment où dans les aides à la décision, on va pouvoir extraire un certain nombre de solutions qui à la fois est le bon consensus entre économie, technique et environnement. On peut, dans une démarche d'éco-conception, comparer des situations, des scénarios qui vont permettre effectivement à la fois de progresser au sein de votre propre entreprise et au sein de votre chaîne de valeur. Et dans un deuxième temps, bien évidemment, de communiquer, d'informer dans un objectif qui va être d'apporter ce qu'on appelle à l'ensemble de vos parties prenantes la dynamique que vous avez lancée, qui souvent est très intéressante en termes de différenciation sur les marchés, en termes de valeur d'entreprise, et ce qui permet de développer du business sur effectivement peut-être des secteurs de marché ou des gammes de produits autour duquel vous allez pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Alors ça, c'est la démarche un peu globale. Oui, on peut passer, Katia, si tu veux. Le slide suivant, si tu veux bien. Normalement, ça charge. Voilà. Donc, en clair, la finalité, c'est des démarches d'éco-conception qui vont consister à réduire l'impact sur les produits. Bien évidemment, on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Je pense qu'il faut le comprendre sous cette forme-là. C'est bien évidemment un moyen de positionner un produit dans le cadre de démarches comparatives, d'apporter des éléments tangibles sur ces axes d'amélioration qu'on a pu apporter dans les innovations. Et puis, c'est de pouvoir comparer aussi des différentes options techniques qui vont nourrir effectivement la prise de décision par rapport à un certain nombre d'enjeux de l'entreprise. Le deuxième élément, démarche d'amélioration continue qui va pouvoir aussi vous permettre un peu de préparer, d'anticiper un certain nombre d'évolutions qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'elles soient d'ordre volontaire ou qu'elles soient d'ordre réglementaire. Et je donnerai à titre d'exemple, je dirais toute la dynamique aujourd'hui sur la communication, de plus en plus important, et demander des parties prenantes sur la performance environnementale des produits. Et ça fait partie effectivement des sujets. Et donc, j'ai envie de dire, s'engager dans une démarche qui consiste à réfléchir à la réduction des impacts environnementaux de ces produits, c'est se donner de l'information, c'est se donner le recul et le feedback nécessaires pour préparer effectivement un certain nombre d'échéances autour de la communication des produits. Et cette communication, elle va pouvoir être faite à différents niveaux. Elle va bien évidemment pouvoir être faite auprès des clients, elle va pouvoir être faite auprès des consommateurs. Et puis, ne jamais oublier aussi que la communication externe, elle peut se faire aussi, elle peut être aussi nécessaire au sein de l'ensemble de ces parties prenantes pour lesquelles aujourd'hui il y a une certaine demande sur ces questions de prise en compte de l'environnement dans les activités des entreprises. Alors, faire une analyse, rentrer dans une dynamique notamment d'éco-conception. La première étape, telle que vous l'avez vu, c'est être en capacité de faire une analyse environnementale, ce qu'on explique en termes de cycle de vie des produits,
qui va effectivement de la production des matières premières jusqu'à la mise en marché. Et globalement, ce qu'on appelle l'analyse environnementale des produits, c'est ce qu'on appelle un peu l'analyse de cycle de vie, avec un certain nombre d'étapes que je vous présente de façon assez globale, voilà, et qui va consister en définitive à faire le choix effectivement de ce qu'on appelle une unité fonctionnelle, qui est une fonction d'un produit, c'est une quantité d'un produit qu'on va vouloir analyser et qu'on va analyser à travers ce qu'on appelle une analyse d'un inventaire, qu'on appelle un inventaire de cycle de vie, qui n'est plus ni moins que de faire un bilan matière de ce qui rentre et ce qui sort d'un système, de manière à ce que derrière ça, vous puissiez évaluer les impacts. Et puis, et ce qui va être très important, c'est d'en faire l'interprétation. Quelques exemples vont vous permettre de comprendre. On peut passer le slide suivant. Voilà. Alors, aussi à titre d'information, la CV, ce qu'on appelle la CV dans le jargon des spécialistes, c'est la méthode de référence aujourd'hui qui est utilisée, qui est normalisée. Et ce qui est bien important à prendre en compte, c'est que quand on fait l'analyse environnementale d'un produit, on est deux éléments à prendre en compte, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle du multi-étape, ce qui explique qu'on est sur la question de cycle de vie. Et toute l'importance, même si votre activité, pour certains, est uniquement sur la partie transformation, d'avoir ce réflexe et cette réflexion, de se dire qu'on est bien sur le cycle de vie des produits. Puis, le deuxième élément important à bien considérer, c'est qu'on est sur des multi-indicateurs. Voilà. Et les multi-indicateurs, c'est tout simplement pour faire en sorte que lorsque vous analysez les impacts de votre produit, vous ayez des indicateurs qui retracent de façon assez claire les impacts sur l'écosystème et en clair, je fais les choses assez simples, sur l'air, sur l'eau et sur le sol. Le slide suivant. Voilà. Alors, analyser des impacts, sur un cycle de vie, c'est bien évidemment de définir le périmètre sur lequel on va travailler et de faire un bilan matière entre ce qui rentre et ce qui sort. Et sur cette question, effectivement, des multi-étapes, ça va être de considérer, quel que soit l'endroit où vous vous situez sur le cycle de vie, mais d'avoir cette logique autour de la chaîne de valeur qui consiste à avoir des réflexions d'amélioration de ses performances, de la production des matières premières jusqu'à la mise en marché. Alors, les critères d'évaluation des impacts, c'est des choses assez classiques qu'on peut affiner en fonction du type de secteur sur lequel on va travailler. Et à titre d'information, le sacro-saint réchauffement climatique, je ne vais pas vous l'apprendre, il fait partie effectivement du panel d'impact sur lequel on va bosser en priorité. Puis on va aussi s'intéresser à la question des ressources, on peut s'intéresser à la question des biodiversités. Et puis, je n'ai pas mis tous les indicateurs, mais si on veut travailler sur les questions de qualité d'eau, et c'est un élément important dans les filières agroalimentaires, on va s'intéresser à des indicateurs comme l'eutrophisation qui vont permettre aussi d'avoir une vision un peu plus claire des impacts de la fabrication, de la production de votre produit au regard de la qualité de l'eau. J'aurai quelques exemples après qui illustreront ce point. Alors, exemple de cycle de vie, avant d'aller sur des exemples qui nous concernent plus directement, et notamment sur les questions, les secteurs de l'agroalimentaire. Juste un exemple sur le cycle de vie d'une automobile, c'est assez classique, ça permet de bien repositionner la question effectivement de l'analyse du berceau à la tombe sur les questions effectivement d'impact. Et on voit bien qu'effectivement dans l'exemple, c'est juste à titre d'exemple, sur l'exemple d'un cycle d'automobile, là on va forcément, la question de la matière première va être essentiellement les ressources minérales de notre planète. Et on va bien évidemment balayer de l'extraction des matières premières à la fabrication, en passant par la distribution, l'utilisation et la fin de vie. Où là, la fin de vie, sur une automobile est un peu différente de celle d'un produit alimentaire. Et donc, simplement, avant d'aller vers les produits agricoles et les produits agroalimentaires, se dire que la question du cycle de vie des produits, bien évidemment, va conditionner effectivement les indicateurs d'impact sur lesquels on va travailler. Pardon ? C'est bon, ça a coupé pendant 5 secondes. Je pense que vous pouvez reprendre la phrase. Alors, l'exemple suivant que je voulais vous montrer, c'est un exemple sur les produits de la mer. Là, si on a une réflexion autour des cycles de vie des produits,
Donc, on est toujours dans cette situation où on va faire l'analyse environnementale. La question qui va se poser, ben, ça, c'est un autre exemple. Et bien évidemment, sur les produits de la mer, alors là, c'est sur des produits, issus de la pêche. Hein. On pourrait mettre une branche qui serait les produits issus de l'aquaculture. On va avoir à peu près la même logique. Et si on travaille sur l'exemple d'une conserve, là, l'exemple d'une conserve de sardines, l'approche qu'on devra avoir en termes d'analyse des impacts partira effectivement des activités de pêche, des activités de débarquement. On intégrera la conserverie, on intégrera dans la conserverie l'ensemble des flux entrants et sortants, et puis on ira jusqu'à la fin de vie de notre produit qui, entre autres, ben voilà, qui va globalement se résumer à la fin de vie de l'emballage. Un autre exemple sur les cycles de vie des produits de la terre. Alors, il s'agit d'un exemple d'un produit animal. Tu peux peut-être me mettre l'ensemble du slide, comme ça sera plus simple. Voilà, merci. Alors là, on est sur quelque chose de, voilà, un autre exemple qui permet aussi d'alimenter les périmètres d'études sur lesquels on doit en priorité travailler lorsqu'on veut intégrer dans notre produit final la démarche d'éco-conception. Puisque là, quand on regarde un peu le cycle de vie d'un produit animal, aujourd'hui, on voit bien que ce qui va être important, ça va être de bien retracer les impacts, notamment issus de l'élevage, d'y intégrer les impacts liés éventuellement à la première et la deuxième transformation pour arriver au produit fini. Et donc ça, c'est forcément important de bien se positionner. Et puis, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, si on veut regarder les impacts liés à la matière première, qui est la carcasse de porc ou qui est du poulet ou autre type d'espèce, on va forcément se poser la question de remonter à la question de la production des aliments. Vous voyez, ça peut être assez complexe, mais ce qui est fondamental, c'est d'être en capacité d'avoir un périmètre assez large qui va permettre de bien comprendre et de bien cartographier les impacts sur ce qu'on appelle le cycle de vie des produits. Voilà, le slide suivant. C'est le temps que ça charge. Non, Oui. Sur la filière brassicole, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. Internet est long ce matin. Ouais. Voilà, donc si on devait, voilà, donc la question qui va se poser sur la cartographie des impacts, à un moment ou un autre, ça va être de se dire quelle est la finesse d'information à laquelle je vais chercher effectivement pour identifier des pistes d'éco-conception. Alors ça, c'est l'exemple, c'est un focus que je vous propose de regarder ensemble sur un process, notamment sur la filière brassicole. Voilà. Et ce qui va être intéressant, notamment dans l'analyse qu'on va devoir faire effectivement de l'impact du produit en cycle de vie, si on faisait un focus notamment sur le cycle de la bière, ben on se rend compte que ça va être intéressant de se poser un certain nombre de questions sur les pistes d'éco-conception qu'on peut mobiliser au sein du cycle de vie. Alors ça, c'est un exemple assez général et ce qui va notamment amener à se poser la question sur la finesse d'analyse des impacts qu'on va pouvoir qu'on serait susceptible de mettre en œuvre pour évaluer une cartographie assez fine qui permet d'identifier des pistes d'éco-conception. Alors, si je prends l'exemple sur la filière brassicole, bien évidemment, sur la culture de l'orge, un certain nombre d'enjeux vont être importants autour de la fertilisation, autour des traitements phyto, autour de la mécanisation et des pratiques culturales. Si on essayait d'activer les leviers autour du maltage, la production effectivement du malt, on se dirait grosso modo, les enjeux sont surtout sur peut-être l'eau et l'énergie. Donc, intéressant d'avoir des éléments d'information sur des opérations comme le trempage ou comme le touraillage. Si on regardait la brasserie en tant que telle, on se dirait aussi qu'il y a un certain nombre aujourd'hui d'opérations unitaires qui peuvent être des pistes d'éco-conception qui permettraient par exemple de réduire les consommations d'énergie ou qui permettraient de réduire les consommations d'eau ou la production de froid autour effectivement de ces opérations. Donc, quelques exemples, et puis bien évidemment dans le conditionnement, quelques opérations aussi qui pourraient être des leviers d'action
d'éco-conception autour du traitement des fûts, autour de la mise en bouteille, autour des opérations de nettoyage. Alors l'exemple qu'on va en avoir après, sur le slide suivant, quelques exemples qui vous permettent de bien comprendre ce qu'est une cartographie des impacts environnementaux, en tout cas pour ceux qui s'initient un peu à ce genre de démarche. C'est l'exemple, par exemple, d'une production d'une céréale, où on va pouvoir, à un moment ou à un autre, avoir cette analyse assez exhaustive des enjeux et des impacts liés aux différentes étapes de production, effectivement, d'une céréale. Et ce qui va permettre, vous l'avez bien compris, ce qui va permettre d'identifier là les pistes, les principaux axes d'amélioration qui sont caractéristiques des impacts pour chacune des familles d'impacts qui sont analysées. Alors, si je prends l'exemple du changement climatique, si vous capitalisez à la fois sur les impacts liés à la production des engrais et les impacts liés aux émissions directes de la fertilisation, on voit bien que c'est un sujet d'actualité sur lequel, si on peut avoir un levier d'action, c'est favorable effectivement à la réduction des impacts sur la production de la céréale. Un deuxième exemple, je reviens sur ma filière brassicole. Là, on est dans un enjeu qui est un peu différent. On est sur un autre exemple qui vous montre un peu une analyse notamment globale de filière. Et là, on voit bien que sur la question de la filière brassicole, si on regardait les impacts autour de l'eutrophisation, du changement climatique, des consommations d'eau et entre autres des consommations d'énergie, là, on est dans un secteur un peu particulier dans le sens où cette analyse, ça permet bien évidemment d'identifier là où on caractérise les principaux impacts. Et on voit bien là, au regard d'autres filières, par exemple agroalimentaires, que les enjeux, par exemple, sont sur l'emballage. Donc, faire une analyse de cycle de vie, c'est forcément nourrir la réflexion, comme je vous le présentais au début, d'une réflexion de piste d'éco-conception, et qui va pouvoir se faire à deux niveaux, qui va pouvoir se faire au sein même de l'entreprise, et ce qui est fondamentalement important, qui va aussi devoir se faire, dans la mesure du possible, avec les acteurs de sa chaîne de valeur. Le slide suivant. Donc, en résumé, je suis à peu près dans les temps, Katia. Oui, c'est très bien, oui. Bon, en résumé, mais je pense que s'il y a des questions, on pourra y revenir, parce qu'en 10 minutes, en 20 minutes, c'est un peu court. En résumé, l'éco-conception, il a un domaine d'application qui est très large, dans le sens où c'est un outil qui va permettre notamment de développer de l'innovation éco-conçue, si on peut l'appeler ainsi, autour des produits et des procédés. Deuxième élément, c'est un moyen aussi, l'éco-conception, de faire de l'analyse de performance interne autour effectivement de la gestion et des ressources. Le troisième point, l'éco-conception, ça permet d'avoir un filtre à un moment ou à un autre dans de la recherche d'alternatives, dans la recherche de nouvelles solutions, dans la recherche de l'innovation. Un filtre qui vous permettra effectivement peut-être en fonction de différents scénarios, que ce soit des procédés, que ce soit des choix de matières premières, que ce soit des filières de traitement, d'utiliser effectivement, d'avoir une solution qui soit à la fois performante sur un plan économique, environnemental et technique. Et dernier élément, alors je reboucle aussi autour de la communication sur l'affichage, parce qu'en définitive, si un jour vous devez faire de l'affichage environnemental des produits, tant qu'à faire, autant bien évidemment, utiliser vos propres données qui vont vous permettre de donner des informations sur la performance environnementale de ce que vous mettez en marché. Donc ça, c'est forcément important. Et le dernier élément, je pense que ça, c'est vraiment d'actualité aujourd'hui. L'éco-conception, c'est un moyen de faire de la gestion de risque à un certain nombre de niveaux, autour notamment, et je rebouclerai à travers la question de la RSE, en termes d'image, en termes de réputation, en termes de valeur d'entreprise, sur la prise en compte aujourd'hui des questions environnementales dans l'ensemble des produits que vous mettez en marché auprès de vos clients et des consommateurs. Voilà pour cette présentation en une vingtaine de minutes sur cette démarche d'éco-conception. Merci Xavier. Alors, je ne vois pas de questions pour l'instant sur le chat, mais je le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On pourra y répondre à la fin du webinaire ou entre chaque partie. Donc moi, je vais vous présenter maintenant l'étude qu'Agria Grand Est a fait sur la maturité à l'éco-conception des entreprises agroalimentaires du Grand Est. Je vais vous présenter une synthèse assez rapide et une analyse de cette étude.
Alors, cette étude a été envoyée via un questionnaire Google Forms, donc sur Internet, et elle a été structurée de la façon suivante. Donc, on posait 4 questions différentes et qui étaient associées à différentes thématiques sous chaque question. Donc, je vais vous les présenter. Donc, quel est votre niveau de connaissance sur les sujets suivants, qui étaient des sujets assez globaux du style démarche RSE, politique d'achat responsable, démarche éco-conception ACV, et l'identification des parties prenantes internes à l'entreprise et externes à l'entreprise et leurs attentes. Donc à chaque fois, on demandait votre niveau de connaissance, aucun niveau de connaissance, connaissance limitée, bon niveau, ou mise en place dans l'entreprise. Ensuite, nous avions quel est votre niveau de connaissance sur les sujets de l'éco-conception et de l'ACV, donc en termes d'outils et d'applications. Que pensez-vous de l'ACV? Donc là, je rappelle l'ACV, analyse cycle de vie, et de l'éco-conception, et est-ce que, selon vous, est-ce qu'ils peuvent répondre aux enjeux présents, qu'on verra par la suite? Selon vous, quel est le niveau de connaissance en éco-conception des métiers de votre entreprise? Donc c'est la connaissance en interne par métier, par secteur de l'entreprise. Voilà, donc je vais d'abord vous présenter les profils des répondants, des entreprises répondantes. Donc on a eu 43 répondants qui sont répartis par secteur d'activité, comme le graphique le montre suivant. On avait de manière bien répartie à peu près 15% pour les bières et boissons, pour la transformation de la viande et pour les produits laitiers. Et une autre moitié représente les autres secteurs d'activité, donc qui peuvent représenter des produits de la seconde transformation, de la distribution, ou aussi une partie de valorisation d'agro-ressources, donc de biodéchets, de biomasse agricole. Les entreprises présentes, il y en a 35% qui vendent en circuit court, et l'échantillon comprend moitié d'entreprises à moins de 50 et moitié à plus de 50 salariés. Donc on a quand même un profil assez divers de répondants, ce qui nous permet d'avoir une bonne représentativité. Alors je vais commencer par la première question qui a été posée. Donc on va demander quel est votre niveau de connaissance sur la démarche RSE, la politique d'achat responsable, la démarche éco-conception et l'identification des parties prenantes internes et externes à l'entreprise et leurs attentes. Donc là, le schéma est assez difficile à comprendre. J'ai essayé de le synthétiser avec un code couleur. Donc lorsque c'était en dessous de 29%, on était en orange. En dessous de 10%, on était en rouge, et au-dessus de 30%, on était en vert. Pour dire que voilà, la majorité des entreprises répondent à cette question. Voilà, on leur demandait donc avez-vous aucune connaissance? Donc aucune connaissance, l'entreprise en a entendu parler. Elle a des connaissances limitées partielles, elle a des bonnes connaissances, ou c'est mis en œuvre dans l'entreprise, par exemple la démarche RSE. Pour 32% des entreprises, elle est mise en œuvre dans l'entreprise. Voilà. Donc là, j'ai essayé aussi de synthétiser par un groupement de réponses. Donc, comme je viens de le dire, on a une bonne partie des entreprises qui ont bien intégré ou mis en place la démarche RSE. C'est quelque chose qui existe depuis pas mal d'années et qui est bien intégré en fait au sein de vos entreprises. Au niveau des politiques d'achat responsables et de la démarche éco-conception, on a près de 50% qui ont des connaissances limitées ou partielles, donc ça commence à arriver, mais c'est un peu plus limité que la démarche responsabilité sociale de l'entreprise. Et enfin, pour l'identification des parties prenantes internes, donc internes à l'entreprise, on a 50% qui ont quand même des bonnes connaissances, ou qui considèrent avoir de très bonnes connaissances, donc une mise en œuvre dans l'entreprise. En revanche, la partie prenante externe à l'entreprise, donc c'est souvent ce qu'on connaît le moins, bien sûr, puisque ce n'est pas dans notre entreprise. C'est ce qui divise le plus l'entreprise. Si je reviens dessus, vous voyez, on est quand même aux alentours d'entre 11 et 20% selon les entreprises. Au niveau de la démarche éco-conception et les politiques d'achat responsables, actuellement, Agria Grand Est est en train de rédiger un dossier thématique justement sur l'éco-conception en agroalimentaire, ce qui pourra vous permettre à la suite d'être un peu plus informé sur cette démarche éco-conception, et bien sûr aussi à la suite de ce webinaire, j'espère que vous en sortirez un petit peu plus connaisseur. Mais voilà, ce dossier thématique devrait sortir à la fin de l'année.
si tout est dans les temps. Et enfin, je tiens à rajouter que, Xavier l'a bien présenté, mais l'éco-conception, elle s'intègre dans la logique RSE surtout par la norme ISO 26030. Voilà, c'est appliqué à l'agroalimentaire. On retrouve ces questions de développement durable, de performance énergétique dans cette norme ISO. C'est quelque chose qui est assez difficile à prendre en compte pour les entreprises, mais les parties prenantes externes, c'est vraiment nécessaire pour avoir une bonne connaissance de son produit et en fait des impacts qui sont liés à ce produit, même si c'est pas l'entreprise qui le gère. Peut-être qu'elle a un mot à dire sur la façon dont c'est fait. Donc quand je parle de parties prenantes externes, ça peut être par exemple la distribution, le transport du produit vers le consommateur ou vers la GMS. Ça peut être en amont aussi l'apport des matières premières. Enfin, c'est plein de choses qui encadrent l'entreprise, mais qui sont hyper importantes pour connaître le produit en lui-même et ses impacts environnementaux. Ok, donc ensuite nous avons les connaissances techniques en éco-conception et analyse cycle de vie. Donc voilà, il y a les notions de cycle de vie, la nature des impacts du produit, savoir quelles sont les étapes du cycle de vie qui impactent les produits ou le service, hein, on peut parler aussi d'un service. Les actions d'éco-conception qui sont mises en place dans votre entreprise, dans la filière, et les outils et les méthodes qui sont utilisés pour la CV et l'éco-conception. Donc quel était votre niveau de connaissance à ces sujets-là? Si je reprends synthétiquement, on voit que la notion de cycle de vie et la nature des impacts du produit, elle est quand même bien intégrée par la majorité des entreprises qui ont un bon niveau de connaissance. Au niveau des étapes du cycle de vie, ce qui est bien, c'est qu'on remarque qu'on a quand même 80% qui déclarent connaître ces étapes impactantes. Donc c'est un bon point puisqu'effectivement, quand on va essayer d'amener une démarche éco-conception, on va essayer de localiser ces étapes impactantes et de voir comment les améliorer. Donc si on les a déjà en amont, c'est du temps de gagner pour l'entreprise. Ensuite, on a les actions d'éco-conception et ACV mises en place dans la filière ou dans l'entreprise, et les outils et méthodes, on remarque que c'est des choses qui sont moins intégrées, qu'il y a un peu moins de connaissances sur ce sujet-là. Concrètement, en fait, vous savez ce que c'est, vous connaissez les étapes du cycle de vie impactant votre produit, vous connaissez la notion du cycle de vie, mais comment est-ce que concrètement appliquer une action éco-conception ACV et quels sont les outils et méthodes qui peuvent être mis en place, c'est un peu plus flou pour vous. Donc dans ce cadre-là, Agréa Grand Est propose un accompagnement sur ces thématiques d'éco-conception. On y reviendra à la suite de cette présentation de la synthèse de la maturité. Mais voilà, c'est des choses que nous pouvons accompagner. N'hésitez pas aussi à vous tourner vers des formations pour améliorer vos connaissances. Voilà, on diffusera le dossier thématique, mais ça peut être pris en compte via des formations d'éco-conception sans problème. Ensuite, on avait la thématique des connaissances des enjeux associés à la démarche éco-conception ACV. Donc la question posée était, pensez-vous que l'ACV et l'éco-conception peuvent répondre aux enjeux ci-dessous? Et les enjeux étaient donc environnementaux, économiques, les attentes de marché, la réputation et l'image de l'entreprise, l'alimentation et la consommation durable, et enfin la réglementation. Donc est-ce que l'éco-conception répond à tous ces enjeux et l'ACV? Alors, en termes d'environnement, de réputation, d'image de l'entreprise et d'alimentation et consommation durable, on a quand même un bon 80% qui considèrent que l'éco-conception répond à ces enjeux. Donc c'est un bon point. Et on remarque d'un autre côté qu'on a pour le point économique, technologique, attente de marché et réglementation, on en a 70 à 80% qui répondent, les enjeux répondent un peu ou beaucoup. Donc c'est un peu moins que les thématiques environnementales, et cetera. Mais voilà, vous avez conscience que ça répond aux enjeux, mais un petit peu moins que les autres. Après, il faut bien être conscient que l'éco-conception, ça a un objectif de performance environnementale, mais qui dit performance, on pense aussi à performance économique. On va chercher des nouvelles technologies pour assurer ces meilleures performances
Et pour avoir un exemple concret, voilà, on a une réflexion sur, par exemple, la consommation d'énergie ou d'eau, dans l'optique d'une réduction de cette consommation. De surcroît, ça va avoir un impact économique positif et comme je le disais, une recherche de technologies innovantes ou adaptées à l'entreprise. Donc l'éco-conception et la CV répondent vraiment à tous ces enjeux et adaptés bien sûr à l'entreprise. Enfin, pour la dernière question posée, donc selon vous, quel est le niveau de connaissance en éco-conception des métiers de votre entreprise? Donc là, on a eu un petit peu moins de répondants, on a eu la moitié à peu près, mais les chiffres sont toujours là. Donc les métiers des entreprises, on les a séparés de la façon suivante. Donc il y a la fonction environnement, fonction marketing, R&D, achat et qualité et direction générale. Donc de premier abord, on peut voir que voilà, la plupart des métiers ont quand même des connaissances limitées ou partielles, hein. On voit que ça commence dès la troisième colonne. Voilà, un minimum de connaissances dans tous les métiers. La fonction marketing, R&D, qualité et direction générale sont les fonctions qui ont le plus de connaissances, et elles sont 30 voire à 40 à le mettre en œuvre dans l'entreprise. On remarque que l'environnement, il y en a seulement 60 qui considèrent que ce métier, a une enfin, pardon, on a 60 qui considèrent que ce métier a des connaissances limitées, ou bonnes connaissances, donc c'est un peu moins comparé au métier que j'ai présenté avant. Ce qui est étonnant puisque la fonction environnement, on pourrait se dire, voilà, elle est très liée à cette idée d'éco-conception, de développement durable, et pourtant, ce n'est pas celle, que vous considérez la plus en connaissance. Et enfin, on voit la fonction achat, elle a pas vraiment de degré de connaissance majoritaire, elle est équitablement répartie, hein, dans les différents degrés de connaissance. Et pourtant, la fonction achat, elle a vraiment un rôle fondamental qui est de voir au niveau de la matière première où est-ce qu'elle peut aller chercher et quel est son sourcing, et sachant que l'amont agricole et l'amont agricole a vraiment un des impacts les plus importants, entre guillemets «mesurables» aujourd'hui. Donc cette fonction achat est d'autant plus légitime que les autres métiers de l'entreprise. Mais il y a pas que la fonction achat, il y a vraiment tous les métiers qui sont concernés, et lorsqu'on va faire une démarche éco-conception dans son entreprise, on essaie vraiment d'avoir tout le monde autour de la table, puisqu'en fait chacun est concerné par cette démarche. Chacun va apporter son point de vue et son expertise, et va pouvoir vraiment amener quelque chose sur la table de plus concret, et qu'un métier ne penserait pas. Voilà. Avoir tout le monde ensemble autour de la table, c'est bien plus pratique, et la démarche éco-conception avancera bien plus vite ainsi. Voilà. Donc pour résumer rapidement les points que l'on a soulevés avec cette étude, donc on a remarqué que vous avez des bonnes connaissances sur la thématique RSE, éco-conception, vous avez un ordre d'idée de ce que c'est, de l'année cycle de vie aussi, mais les outils sont encore en manque. Vous ne savez pas comment la mettre en place, et quelles sont les méthodes concrètement que vous pouvez appliquer au sein de votre entreprise et de votre stratégie d'entreprise. Donc bien entendu, ce webinaire est fait pour ça, pour vous donner des outils en main. Ensuite, on a vu que les enjeux associés à la démarche éco-conception ACV, elles sont diverses, et elles répondent vraiment à toute une stratégie d'entreprise, et s'adaptent aussi à votre entreprise. Donc il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi, comme on l'a dit, les thématiques économiques ou technologiques. Et enfin, je viens de le dire sur la diapo suivante, mais les connaissances interne par métier en éco-conception, c'est vraiment une nécessité. Il faut que tout le monde ait les mêmes connaissances pour qu'ils aient les mêmes a priori sur l'éco-conception, et travailler ensemble du même point de départ. On va dire que chacun ait les mêmes notions pour avancer ensemble sur cette thématique de développement durable et de performance énergétique et environnementale. Voilà. Alors je regarde juste si vous avez des questions, j'ai pas vérifié. Alors je vois pas de questions sur le chat. Je vais donc laisser la diapositive à Anne-Christine. J'espère que ça va marcher.
Oui, Une normalement, automation. j'ai l'impression qu'il y a pas trop de oui, enfin, rebonjour et toutes mes excuses, je vais éviter d'activer ma caméra parce que j'ai peur que ma connexion internet, ne le permette pas. Alors, est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Alors on voit votre diapo, mais on la voit pas en mode, Oui. diaporama. Est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est parfait. Après on Heu, commence sur les exemples de projets aidés, donc je pense que c'est pas la première re non, diapositive. effectivement, pardon. Alors, oui, déjà, merci beaucoup Katia, donc pour, c'était très intéressant vraiment les résultats de cette étude. Et à l'ADEME, on espère du coup vous apporter, qui montre notamment que vous êtes un peu en questionnement sur les outils concrets, qui existent en matière d'éco-conception. Et donc la bonne nouvelle, c'est que l'ADEME peut vous apporter, à la fois un accompagnement et aussi des aides financières pour mettre en place une démarche d'éco-conception dans vos entreprises. Donc dans le cadre du plan de relance, enfin du plan France Relance, on a vraiment, tout un panel, de dispositifs, qui peut accompagner vos projets aux différents stades et aux différents stades du projet et de la chaîne de valeur. Hem, Parce que l'ADEME a vraiment pour objectif que la mise sur le marché de produits éco-conçus, augmente et soit de plus en plus naturelle, au fil du temps. Donc si vous êtes, à l'étape de recherche et de développement, c'est l'appel à projet Perfecto qui va vous intéresser. Cet appel à projet, normalement, devrait réouvrir fin octobre et se terminer fin février. Si vous êtes une TPE-PME et que vous avez envie de vous sensibiliser et d'avoir une première idée, des enjeux d'éco-conception dans votre entreprise, c'est le dispositif Tremplin, vers lequel vous pourrez vous tourner, qui s'adresse aussi à tous les secteurs d'activité. Et enfin, si, vous avez envie d'aller un peu plus loin, d'avoir une démarche un peu plus, musclée dans votre, entreprise, c'est la partie aide et études aux investissements, qui s'adresse aussi à tout secteur d'activité, mais c'est intéressant parce qu'il y a des focus sectoriels et notamment un focus sectoriel sur l'agroalimentaire. Et donc là, les dépôts, de demande d'aide se font au fil de l'eau. Il y a vraiment que l'appel à projet Perfecto qui a une ouverture, limitée. Alors, commençons par l'appel à projet Perfecto. Donc comme je viens de vous le dire, c'est vraiment un appel à projet qui vous intéressera si vous en êtes au stade de R&D, enfin de recherche-développement de votre, produit, service ou, même procédé. Et donc si vous avez envie d'évaluer les impacts environnementaux, à cette étape-là de recherche-développement, en ayant bien évidemment une approche basée sur l'analyse de cycle de vie, puisqu'on l'a vu, c'est vraiment, un concept essentiel en éco-conception et avec l'idée, aussi d'identifier, les impacts environnementaux et évidemment de mettre en œuvre des leviers d'éco-conception pour les réduire. Hem, donc sachant que, là, ce que je vous dis, c'était valable pour, la dernière vague de l'appel à projet Perfecto, et qu'on ne connaît pas encore précisément le contenu du prochain appel à projet là, qui va ouvrir, fin octobre, mais a priori, il ne devrait pas y avoir de changement majeur dans le contenu. Et donc, cet appel à projet vous permet d'obtenir au maximum 50 000 € d'aide, sur un taux d'aide, de 25 à 70 des dépenses éligibles, selon le type, de bénéficiaire. Ensuite, le dispositif Tremplin. C'est un dispositif qui s'adresse uniquement aux TPE-PME, hein. Si vous êtes une grande entreprise, malheureusement, vous ne pourrez pas solliciter ce dispositif et il s'adresse plutôt aux entreprises qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience sur le sujet de l'éco-conception et qui souhaitent, faire un premier bilan, de leurs enjeux, enfin des enjeux de leurs produits et services, et qui souhaitent avoir une sensibilisation de leurs collaborateurs et des premières pistes d'action pour améliorer les performances environnementales de leurs produits. C'est une aide forfaitaire de 5 000 € qui comprend, à la fois la prestation du bureau d'études, à laquelle il est possible d'intégrer aussi des coûts internes de l'entreprise, par exemple, les coûts, passés enfin le temps passé par vos collaborateurs, à collecter les données, par exemple. Ce qui est intéressant avec le dispositif Tremplin, c'est que c'est un guichet unique qui permet d'accéder, à plusieurs types d'actions
éligibles en faveur de la transition écologique. Et donc pas uniquement l'éco-conception, il y a aussi des actions plus larges sur l'économie circulaire ou des actions si vous souhaitez lutter contre le changement climatique avec par exemple la réalisation d'un bilan carbone ou d'une démarche ACT. Et donc vous pouvez tout à fait cumuler une demande d'aide pour des premiers pas éco-conception avec une demande d'aide, par exemple, si vous souhaitez acquérir une cuve de récupération des eaux de pluie ou un compacteur ou faire un diagnostic pour réduire vos emballages. Enfin, heu, voilà, Tremplin permet d'avoir plusieurs actions en même temps. À noter que pour être éligible, la demande d'aide doit atteindre un minimum de 5 000 € et que le l'aide maximale est de 200 000 €. Mais sachant que de toute façon, comme le forfait pour les premiers pas éco-conception est de 5 000 €, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème pour atteindre ce seuil. Hem, donc si on s'intéresse un peu plus à la partie éco-conception et labellisation dans Tremplin, en fait, il y a 4 types d'actions qui sont prises en charge. Donc les premiers pas éco-conception dont je vous ai parlé. Si vous souhaitez aussi mettre en œuvre un affichage environnemental pour vos produits, vous pouvez faire une demande d'aide Tremplin. Si vous souhaitez faire vérifier par une liste de délégataires ADEME votre affichage environnemental, vous pouvez aussi faire une demande d'aide via Tremplin. Et la mise en œuvre de l'écolabel européen ainsi que la certification à l'écolabel européen est également prise en charge dans Tremplin. Ah, vous voyez là les montants d'aide s'afficher. Alors, si on passe aux aides, aux études d'éco-conception, comme je vous l'ai dit, il y a un focus sectoriel sur l'agroalimentaire qui s'appelle Gringo. Donc voilà, si vous entendez l'ADEME parler de Gringo, vous saurez que c'est l'éco-conception appliquée à l'industrie agroalimentaire. Qui vous permet là d'aller vraiment ça va plus loin que le dispositif tremplin. C'est pas juste des premiers pas éco-conception, c'est vraiment un vrai diagnostic avec après, un accompagnement à la mise en œuvre à l'éco-conception. Donc ce qui est éligible, c'est vraiment les projets d'amélioration de la performance environnementale, des produits, alimentaires qui intègrent du coup une étape de diagnostic et une étape de mise en œuvre. Et donc l'objectif pour l'entreprise, c'est vraiment d'intégrer au cœur de sa stratégie cette idée de performance environnementale des produits, d'avoir des indicateurs pertinents pour mesurer cette performance. Et puis, comme on l'a vu, plus tôt, l'éco-conception, c'est vraiment une démarche d'amélioration, hein, continue, à la fois de la performance environnementale, mais globalement, qui s'intègre dans la stratégie de l'entreprise. Donc, les cibles prioritaires, pour ce dispositif, ce sont les porteurs de marques régionales, les porteurs de labels, type AOC pardon, SICO existants, les distributeurs porteurs de marques de distributeurs et puis, les entreprises, donc PME, ETI, porteurs de marques dans l'agroalimentaire. Donc, voilà, que ce soit les entreprises, les coopératives ou les groupements de producteurs. Et là encore, les dépôts de l'aide se font au fil de l'eau. Les dépôts de demande d'aide, pardon, se font au fil de l'eau. Alors, si on fait un petit focus sur les études d'éco-conception, qu'est-ce qui est attendu exactement comme travaux par l'ADEME pour pouvoir bénéficier de cette aide? L'idée, c'est vraiment d'avoir un diagnostic initial de la performance environnementale de votre produit, heu, basé sur le cycle de vie du produit, parce qu'on l'a vu, c'est vraiment un concept essentiel en éco-conception. Donc ça va vous permettre d'identifier des pistes d'action d'éco-conception. Ensuite de réaliser une évaluation, heu, les actions que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre entreprise et puis de mener une phase de mise en œuvre, pour vraiment identifier concrètement comment mettre en œuvre ces pistes d'action. Et enfin, ce qui est aussi très important, c'est une phase d'animation, que ce soit à l'échelle de l'entreprise ou de la filière, de cette démarche d'éco-conception puisque, l'idée c'est que ce soit pas juste, que ça se fasse pas juste à un instant T de l'entreprise, mais qu'il y ait vraiment cette démarche d'amélioration continue et qu'il y ait une montée en compétences des équipes.
Donc là encore, les dépenses éligibles, ce sont, à la fois des dépenses internes, donc pour ce qui est rémunéré le temps passé de vos équipes sur ces projets-là et éventuellement, les déplacements et évidemment les prestations externes de consultants et bureaux d'études. Donc concrètement, à combien s'élève, le montant de l'aide? Donc pour tout ce qui est diagnostic, le taux d'aide maximum, il est de 50 à 70 selon la taille de votre entreprise. Donc pour les petites entreprises, qui comptent moins de 50 collaborateurs, le taux d'aide est de 70. Pour les entreprises moyennes qui comptent moins de 250 salariés, le taux d'aide est de 60 et pour les grandes entreprises, le taux d'aide est de 50. Sachant que l'assiette de dépenses éligible est plafonnée à 50 000 € pour le diagnostic et pour les études d'accompagnement à la mise en œuvre de la démarche d'éco-conception. Là encore, le taux d'aide est le même, de 50 à 70 selon la taille de l'entreprise, mais le plafond, l'assiette de dépenses est plafonnée à 100 000 €. Et donc voilà, il est aussi, l'ADEME a publié des lignes directrices, donc il est important de les respecter. Ces lignes directrices peuvent vous permettre aussi de rédiger le cahier des charges que vous allez adresser, au bureau d'études. Donc là, vous avez à l'écran le planning type, de votre projet d'éco-conception. Donc qui débute par un diagnostic initial, donc une analyse de cycle de vie, qui va vous permettre d'identifier, des pistes d'action concrètes, sachant que vraiment l'éco-conception, c'est une approche transversale, heu, qui touche, la fonction achat, la fonction produit, marketing et cetera, et qui va vraiment, demander aussi des compétences donc à la fois techniques sur la CV, l'évaluation environnementale et cetera, mais aussi des compétences, plutôt, soft skills en conduite du changement, en innovation et stratégie d'entreprise. Donc après cette identification des leviers, il y a vraiment toute la phase de mise en œuvre des pratiques. Donc concrètement, comment, je mets en œuvre dans mon entreprise, ces pistes d'action et puis tout à la fin, le bilan et la communication. Alors, pour, être le plus concrète possible sur, les niveaux de financement, là, je vous ai pris un exemple, d'une petite entreprise. Donc, pour les petites entreprises, comme je vous l'ai dit, le taux d'aide, il est de 70. Pour son diagnostic, disons qu'elle a des dépenses internes de 12 000 € et que ses dépenses externes, pour payer son bureau d'études soient de 20 000 €. Donc pour calculer l'aide, on va appliquer ces 70 à ces 2 types de dépenses. Donc là, pour, les coûts internes, on arrive à 8 400 €, sachant que nous, à l'ADEME, on applique un plafond de 10 000 € d'aide pour les coûts internes, sur la partie diagnostic. Donc là, c'est bon, le plafond n'est pas atteint à 8 400 €. Et pour les dépenses internes, idem, externes, pardon, on applique les 70 aux 30 000 €, ce qui nous fait 21 000 €. Heu, Sachant que je vous l'ai dit, l'assiette de l'aide est de 50 000 €, donc le taux d'aide maximal est de 70 de ces 50 000 €. Donc au maximum, une petite entreprise peut avoir une aide de 35 000 €. Et là, si on additionne, les 8 400 € de coûts internes et les 21 000 € de dépenses externes, on tombe bien sur, 29 400 € qui est inférieur à 35 000 €. Donc pas de souci, l'entreprise aura bien un taux d'aide de 70. Si on est sur plutôt, un accompagnement à la mise en œuvre, donc là, dans l'exemple que je vous ai pris, l'entreprise a 30 000 € de dépenses internes et 50 000 € de dépenses externes. Si on applique un taux d'aide de 70 à ces 30 000 € de dépenses internes, on tombe sur 21 000 € d'aide, mais l'ADEME applique un plafond d'aide à 20 000 € pour les coûts internes sur la partie, accompagnement à la mise en œuvre. Donc vous n'aurez pas 21 000 €, mais vous aurez le plafond de 20 000 €. Et pour les dépenses externes, là encore, si on applique 70 aux 50 000 €, on tombe sur 35 000 €. Sachant que l'assiette de l'aide là pour le diagnostic est de 100 000 €, donc l'aide maximum possible, pardon, est de, 70 de 100 000 €, donc 70 000 €. Et là, si on fait la somme, du plafond d'aide des 20 000 € et des 35 000 €, on tombe sur une aide à 55 000 €.
Donc là, vous avez des exemples de projets aidés dans le cadre de Gringo. Donc, par exemple, Crystal Union, qui a souhaité mener une analyse de cycle de vie du sucre blanc, pardon, issu de la culture de betterave française, et donc qui est allé regarder un peu du côté des cultures, de la filière bio et aussi de ses emballages, et donc qui a éco-conçu notamment ces emballages. Et donc l'objectif, c'était vraiment de réduire de 10 les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de sa filière sucre blanc. Vous avez aussi le groupe Dossi, qui a souhaité mettre en place une démarche d'éco-conception sur la filière œufs et sur sa marque Cocotine. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez voir que la démarche d'éco-conception a aussi, enfin, comment dire, peut être valorisée économiquement par l'entreprise, puisque vous voyez que la satisfaction client a augmenté, que la performance technique du produit a augmenté et que la valeur perçue du produit a augmenté après la démarche d'éco-conception. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir que c'est pas juste une démarche environnementale, mais que ça a aussi un intérêt économique pour l'entreprise. Et enfin, le groupe Casino, qui a souhaité développer une démarche d'éco-conception sur les produits marques de distributeurs de Casino, Monoprix et Franprix. Et donc là, vous avez un peu le détail de la manière dont ils se sont pris pour prioriser les enjeux environnementaux et, et mettre en place cette démarche d'éco-conception. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ADEME peut également, au-delà des études, aider vos investissements d'éco-conception. Donc tout ce qui est investissement pour développer une nouvelle gamme de produits ayant une meilleure performance environnementale, donc label agriculture biologique ou haute valeur environnementale niveau 3. Et pour tout ce qui est optimisation et modernisation des outils d'un atelier de transformation d'une PME, qui permet vraiment de réduire les pertes et le gaspillage, qui permet d'augmenter son efficacité énergétique. Et donc il faut savoir que les investissements portent uniquement sur le périmètre de l'outil de transformation. Donc là, vous avez aussi sur le tableau sur votre droite les taux d'aide de l'ADEME, donc qui sont de 35 pour les grandes entreprises, de 45 pour les moyennes entreprises et de 55 pour les petites entreprises. Sachant que, évidemment, pour qu'on puisse vous aider sur des investissements, il faut qu'on ait la preuve que ces investissements soient vraiment efficaces d'un point de vue environnemental. Donc, les conditions préalables sont d'avoir mené un diagnostic qui permette vraiment d'identifier les investissements pertinents et de quantifier les gains environnementaux qu'ils vont permettre. Et enfin, je vais terminer avec cette petite info qui est que l'ADEME a développé un MOOC sur la performance environnementale des produits alimentaires. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l'éco-conception. Il est ouvert enfin, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 juin 2022. Et le dernier CARA pour assister, enfin assister au cours, oui, c'est jusqu'au 29 juin 2022. Et donc, ça permet vraiment de mieux comprendre les attentes des consommateurs en termes de bio, label rouge, OGM, et cetera, et de mieux comprendre comment améliorer les performances environnementales de vos produits. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci Yann pour cette présentation bien illustrée et très intéressante. Il y a plein de documents à aller voir effectivement. Je vais finir la présentation avec tout simplement à la suite de toutes ces informations que vous avez reçues sur qu'est-ce que l'éco-conception actuellement, quelle est votre maturité à cette éco-conception et concrètement quels accompagnements sont disponibles. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez vous y prendre pour démarrer une démarche éco-conception? Tout simplement, vous n'hésitez pas à nous contacter. Mince. N'hésitez pas à nous contacter, donc Anne, Xavier et moi-même.
sur toutes les thématiques que vous avez pu écouter et entendre. Alors je reviens sur l'appel à projet tremplin, et notamment sur le 1er pas éco-conception qui s'appelle aussi prédiagnostic, hein, on utilise différents termes. Mais voilà, c'est un prédiagnostic qui peut vous être bien utile si vous n'avez pas encore beaucoup de connaissances sur l'éco-conception. Ça ne prend pas trop de temps au sein de votre entreprise, et il est structuré de la façon suivante. Donc, tout d'abord une part de sensibilisation de toute votre équipe projet qui sera dans cette équipe d'éco-conception. Donc, bien leur présenter à chacun ce qu'est l'éco-conception, quelle est la méthode, quels sont les outils pour l'appliquer, et savoir aussi quel produit vous voulez éco-concevoir. Donc ça peut être le temps d'une demi-journée avec un interlocuteur. Ensuite, c'est surtout un temps de diagnostic avec, en élaborant déjà les bilans de votre entreprise, le bilan des enjeux, pardon, que ce soit environnementaux ou les enjeux vraiment stratégiques de l'entreprise, et procéder à une analyse cycle de vie simplifiée du produit que vous voulez éco-concevoir. Et à la suite de ce diagnostic, heu, voilà, il y aura un rendu lors d'une journée collaborative avec toute votre équipe projet, qui va vous permettre de bien voir quels sont vos enjeux, comment votre produit est actuellement au niveau des impacts environnementaux, et quelles sont les pistes en fait d'éco-conception que vous pouvez mener à la suite de ce diagnostic. Donc c'est vraiment une journée collaborative, la personne qui sera là pour vous aider, donc ça peut être moi par exemple, hein. Il y a plusieurs personnes qui sont formées à ce pré-diagnostic sur le grand test. Donc la personne va vraiment vous donner des outils d'aide à la décision, des outils pour essayer de trouver des pistes d'éco-conception des suites de ce diagnostic, et à la fin, voilà, il y aura une restitution du diagnostic avec mis au clair les actions plus prioritaires, et l'élaboration d'une feuille de route pour mener à bien un projet d'éco-conception. Voilà, on est disponible vraiment pour toute demande au niveau de tremplin, donc il y a pas que les pré-diagnostics, hein, il y en a d'autres. Gringo pour un projet qui est un peu plus mature au sein de votre entreprise, et l'appel à projet Perfecto, bon, que je maîtrise moins, mais n'hésitez pas à vous référer à Anne-Christine si vous avez des questions. Et pour Gringo aussi, Xavier Joly est très compétent sur ce sujet-là. Heu, donc voilà, je rappelle, donc Agrégé Grand Est, on a été formé à l'éco-conception. Xavier Joly est aussi très compétent à ce sujet. Et pour toute question plus pratico-pratique des appels à projets, heu, Anne peut aussi vous diriger. Alors je ne sais pas si Xavier, tu veux rajouter quelque chose à ce sujet? Oui, oui, de l'expérience que je peux avoir sur des montages de projets Gringo en lien avec l'ADEME, Mmh. et puis sur l'ensemble de ces enjeux autour des démarches d'éco-conception, juste dire que si un jour vous vous engagez dans la démarche, c'est un vrai beau projet d'entreprise. Voilà. Et ceux qui se lanceront, en tout cas, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait, mais rien que le fait, effectivement, à travers un projet comme ça, de faire un projet collaboratif avec les grands métiers de l'entreprise, et Katia en avait parlé, entre mobiliser les gens autour des achats, parce qu'on sait très bien que la question de l'amont, telle qu'elle l'a précisé, hein, c'est un enjeu majeur. Voilà. Mais aussi de mobiliser les gens dans l'entreprise autour des process, autour des gens notamment de métiers, dont le métier, le marketing, la vente, avec l'ensemble des enjeux autour des emballages. Voilà, ça fait des vrais projets d'entreprise où, pour ceux qui se lanceront dans l'aventure, à partir d'une belle cartographie et une bonne réflexion de base sur le périmètre sur lequel on doit travailler, ça ouvre effectivement des perspectives pour innover peut-être différemment. Voilà. En sachant qu'on l'a toujours bien dit, hein, l'environnement et ses outils ne sont que des filtres à un moment ou à un autre pour faire des choix entre différentes options qui permettent, à la fois de satisfaire vos clients, satisfaire les consommateurs. Et puis si en plus de ça, dans les choix que vous en avez qui sont meilleurs sur une question environnementale, il ne faut pas s'en priver, quoi.
Voilà. Et donc, cette démarche d'éco-conception, j'ai envie de dire, au regard un peu de l'ensemble des enjeux qu'on a aujourd'hui, ça devient quasiment incontournable, quoi. Mmh. Je le ressens par rapport à l'expérience sur ces questions-là depuis 20 ou 25 ans. On voit bien qu'aujourd'hui, voilà, ça fait partie prenante des boîtes à outils sur lesquelles on incite fortement, bien évidemment, les entreprises à aller parce que c'est aussi un moyen de se différencier sur les marchés. Voilà. On pourrait en parler encore longuement, mais comme disait Katia, on est bien sûr à votre disposition pour avancer sur ces sujets, parce que je crois que ça fait partie des projets sur lesquels un jour ou l'autre, de toute façon, vous serez obligé de vous impliquer. Très bien, merci Xavier pour ce mot de la fin. Alors je vois pas de questions sur le chat, mais pareil, n'hésitez pas à nous recontacter par la suite, si vous avez des demandes. Pour rappel, le webinaire est donc enregistré, il sera diffusé par la suite, si vous voulez revoir, tout ça. Et voilà, pour rappel aussi, nous, on est en train de rédiger un dossier, thématique sur l'éco-conception en agroalimentaire avec des choses, plus concrètes sur quels sont les axes vers lesquels s'est dirigé pour, les pistes d'éco-conception, qui sortira normalement d'ici la fin de l'année. Et voilà, donc je vous remercie à tous. J'arrête ma diapo et voilà, pour rappel, n'hésitez pas, on est disponible sur ces sujets-là et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Voilà, merci. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous.